Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 INTRODUCTION, vers un nouveau cadre de pensée. Le champ des psychothérapies est vaste et riche, foisonnant pour les uns, anarchique pour les autres. Jusqu'à présent sujet de peu de publications scientifiques, il est surtout mal connu et propice aux caricatures et aux amalgames souvent partisans et démagogiques. La recherche de légitimité des psychothérapeutes, la poussée sécuritaire à l'œuvre depuis plusieurs années, la protection des usagers, la lutte contre les charlatans et sans doute d'autres raisons plus obscures ont conduit à réglementer l'usage du titre de psychothérapeute par les articles 52 du 9 août 2004 puis 91 du 24 juin 2009. Cependant, il reste à prouver que ces lois n'ont pas seulement contribué à exacerber le climat de tension corporatiste opposant psychiatres, psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes ni, mais qu'elles réalisent effectivement leur objectif de protection des usagers et contribuent à réellement clarifier le champ psy. Cet épisode législatif toujours en cours à l'automne 2009 aura eu le mérite de montrer combien ce champ des psychothérapies est mal connu, combien les études scientifiques concernant les pratiques psychothérapeutiques sont rares et combien les psychothérapeutes ont sans doute négligé le travail de construction de récits au sujet de leurs pratiques, récits rendus nécessaires par l'impossibilité presque totale d'approcher in vivo l'intimité de la situation psychothérapeutique, et donc de la connaître en direct, de visu. 1. Les psychothérapies, une nébuleuse opaque. Pour un néophyte, public, professionnel de santé non psychique, élu ou autre, l'approche du champ des psychothérapies et des psychothérapeutes est compliquée. Même les personnes en psychanalyse ou en psychothérapie n'ont souvent qu'une idée assez vague des formations des praticiens auxquels elles recourent, et de l'approche qu'ils mettent en œuvre. Dans les professionnels se disant psychothérapeutes, on trouve des médecins psychiatres, lesquels, malgré les discussions que cette situation soulève, ne sont jamais obligés d'acquérir la moindre compétence en psychothérapie dans leur cursus de formation. Des psychologues, dont le cursus universitaire, malgré les polémiques que cela soulève, ne comprend pas de formation spécifique cette pratique. Des médecins généralistes ou spécialistes autres que psychiatres. Des psychanalystes, divisés sur la question de savoir si la psychanalyse est ou non une psychothérapie, et d'autres identifiés sous l'appellation de psychothérapeutes ni, parfois issus du secteur paramédical, psychomotricien, kinésithérapeute, orthophoniste ou social, éducateur spécialisé, assistante sociale. En l'état, ces titres et dénominations ne disent donc strictement rien des formations à la psychothérapie que les professionnels se revendiquant psychothérapeutes ont pu suivre. Dans les nombreuses approches se disant psychothérapeutiques, on trouve pêle-mêle et sans espoir d'exhaustivité, des psychothérapies longues, moyennes ou courtes, des psychothérapies individuelles, de couple, de groupe, des psychothérapies historiques, les psychanalyses, l'hypnose, les ex-nouvelles psychothérapies, gestalt-thérapie, approche centrée sur la personne, bioénergie, les récentes analyses transactionnelles, PNL, les modernes, EMDR, TCC, des psychothérapies relationnelles et ou humanistes, brèves et ou orientées solutions, autoritaires et ou directives, des techniques à effet psychologique, sophrologie, kinésiologie, art-thérapie, coaching psychologique, etc. Et les praticiens peuvent mettre en œuvre une approche unique, une approche intégrative, synthèse de plusieurs méthodes, une approche éclectique, plusieurs méthodes sans recherche de synthèse. Différentes organisations contribuent à l'organisation du champ psy, mais aussi à sa complexification. Outre les syndicats de psychiatres, de psychologues, de psychanalystes, de psychothérapeutes, franco-françaises ou européennes voire mondiales, on trouve aussi des sociétés savantes, généralement centrées sur une méthode psychothérapeutique, les universités de médecine et de psychologie, des instituts privés de formation à la psychothérapie, des associations de défense des usagers, quelques laboratoires de recherche, etc. Le champ des psychothérapies et des psychothérapeutes ressemble donc à une nébuleuse opaque, que la loi réglementant l'usage du titre de psychothérapeute, en le réservant aux médecins et aux psychologues, ne contribue pas vraiment à clarifier puisque la pratique reste libre, sous réserve de ne pas se dire psychothérapeute si le praticien n'est pas médecin ou psychologue. Elle ne contribue pas non plus à le rendre vraiment plus sûr tant les diplômes y compris les diplômes universitaires, n'ont jamais été un rempart contre les abus ou les dérives, sectaires ou autres.
En témoignent par exemple les 3 grandes épidémies de pathologie ayant déferlé aux États-Unis depuis les années 70 et générées par les psychologues et les médecins. Les personnalités multiples, les faux souvenirs et les enlèvements d'extraterrestres, épidémies aux conséquences sociales et judiciaires dramatiques. Il est donc urgent de se dégager des positionnements corporatistes et polémiques, pour contribuer à la compréhension et à la réflexion au sujet des psychothérapies, pratiques thérapeutiques auxquelles le public fait appel de plus en plus souvent. 2. La guérison, cadre de pensée dominant et implicite. Les difficultés et la souffrance sont habituellement abordées à partir d'un cadre de pensée, commun et implicite, fondé sur une distinction santé-maladie et dans la visée qui en découle. Guérir la maladie pour recouvrer la santé ou, à défaut, aménager au mieux la situation du patient. C'est bien entendu le cas de la médecine occidentale qui a, depuis des siècles, développé et optimisé les moyens de guérison permettant les pas gigantesques réalisés en matière d'amélioration du confort de vie et d'allongement de sa durée. Mais les médecines parallèles, traditionnelles ou orientales, visent elles aussi la guérison même si elles s'appuient sur des définitions différentes de la santé et de la maladie, et si elles mettent en œuvre d'autres techniques que celles de la médecine occidentale. Plus largement, les disciplines s'intéressant au vivant, végétal ou animal, ou aux structures pouvant être considérées comme vivantes, mettent en œuvre implicitement le même cadre de pensée. Il va de soi qu'un animal ou un végétal peut être malade et faire l'objet d'un traitement visant sa guérison. Il est devenu courant d'entendre qu'une famille, une équipe sportive, une entreprise, une nation ou plus généralement, un groupe humain est malade, et que des spécialistes ont été mandatés pour construire et appliquer des mesures curatives. De même, il arrive fréquemment d'entendre que, par exemple, une profession, la bourse, un pays, la mer, etc. est malade et requiert des mesures pour recouvrer la santé, et ce jusqu'à la planète souvent considérée aujourd'hui comme malade des activités humaines. La pertinence évidente de ce cadre de pensée ainsi que sa prégnance dans notre culture ont conduit naturellement à appréhender la souffrance psychique à partir du même point de vue. Il est donc apparu différentes définitions de la santé et de la maladie mentale, plusieurs classifications psychopathologiques et traitements visant à guérir les différentes souffrances et maladies psychiques. Cependant, le recours à ce cadre de pensée pour la vie psychique rencontre plusieurs limites qui seront évoquées dans la suite. 3. Des pratiques thérapeutiques différentes. Au début du siècle dernier, la psychanalyse fondée par un médecin, Sigmund Freud, a inauguré une position originale en matière de soins psychiques. Bien que fondée sur une distinction entre santé et maladie, la norme pour la psychanalyse n'est plus la santé, mais la maladie. Il est courant d'entendre que tout le monde est névrosé. Par ailleurs, le traitement proposé, la cure psychanalytique, ne vise pas directement la guérison, mais la connaissance de l'inconscient. La disparition ou l'évolution des symptômes, et donc de la souffrance, est considérée seulement comme un effet de surcroît de ce travail de connaissance. En partie dans le sillage de la psychanalyse et sur le terrain qu'elle avait préparé, différentes approches de psychothérapie se sont développées au milieu du siècle dernier. Certaines de ces approches se fondent clairement sur une définition de la santé et de la maladie, et s'appuient sur une classification psychopathologique. Dans de telles approches, seuls les patients diagnostiqués comme malades selon les critères de l'approche peuvent légitimement bénéficier d'une psychothérapie. D'autres approches en revanche, la gestalt-thérapie par exemple, maintiennent la position apparemment ambiguë inaugurée par la psychanalyse. Elles affirment prendre soin de la souffrance psychique, et s'appuient parfois sur une définition de la santé et de la maladie. Mais en pratique, elles ne visent pas directement la guérison et même travaillent avec des patients qui ne seraient pas nécessairement jugés comme malades, dans un regard psychopathologique. Les praticiens de ces approches se trouvent souvent en difficulté pour répondre aux questions apparemment légitimes de certains patients et professionnels. Quelle pathologie soignez-vous? Dans quel délai? Avec quelle efficacité? Ce décalage entre ce qu'une approche dit faire et ce qu'elle fait n'est pas un problème en soi, c'est même un fait commun à toutes les pratiques, professionnelles ou non, comme en témoignent les travaux scientifiques mettant en évidence le décalage souvent important entre la réalité d'une pratique et le discours au sujet de cette pratique. En revanche,
Ce décalage complique la visibilité et la compréhension de ces approches thérapeutiques ainsi que la communication avec les autres acteurs du secteur du soin. Bien que parfois décriées, ces pratiques ont indéniablement une utilité importante et reconnue, notamment par la plupart de ceux qui y ont recours mais aussi par de plus en plus d'études scientifiques. La légitimité d'une pratique de soins inscrite dans le cadre de pensée dominant, celui de la médecine, est fondée en grande partie sur sa capacité à guérir des maladies. Une pratique sans effet mesurable de guérison est écartée. En revanche, la légitimité, autre que populaire, des pratiques psychothérapeutiques qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre de pensée reste à construire. 4. Les avancées récentes des sciences cognitives. En regard d'autres sciences, la psychologie est une discipline très jeune dont l'objet de recherche est particulièrement complexe. En effet, la vie psychique d'une personne a la particularité de comporter deux pans, le comportement versant public, observable et enregistrable, et le vécu versant privé, personnel et inobservable par les autres. Cette discipline a d'ailleurs souvent oscillé entre ces deux pôles, et depuis peu, des recherches visent à corréler l'observation extérieure et le vécu intérieur. Au cours des dernières décennies, l'émergence des sciences cognitives s'est accompagnée d'une intensification des activités de recherche conduisant à la production de nouvelles connaissances au sujet de la vie psychique et au sujet du développement psychique. De ces résultats récents, les points suivants sont plus particulièrement retenus. La plasticité cérébrale dénotant la grande capacité de restructuration des neurones et de leurs connexions. Le développement psychique tout au long de la vie, développement devant être considéré comme une suite de réorganisation et non comme une simple accumulation. La non-conscience comme mode de fonctionnement psychique par défaut et qui affecte tous les domaines de la vie psychique, et à l'apostrophe. Interprétation ou la mise en sens permanente du réel ouvrant la question de la construction de sens, notamment dans la dimension sociale de cette construction. Les chapitres suivants reviennent plus en détail sur ces points. Ces connaissances scientifiques récentes viennent corroborer des connaissances empiriques et des hypothèses utilisées depuis plusieurs décennies par certaines psychothérapies. Elles permettent de comprendre différemment le mode opératoire de ces pratiques et d'en rendre compte à partir d'un point de vue différent et d'un autre vocabulaire, sans pour autant remettre en cause ces pratiques psychothérapeutiques, lesquelles devraient tirer leur légitimité des services qu'elles rendent effectivement bien plus que des représentations auxquelles elles recourent. 5. Intention de l'ouvrage. La thèse principale de cet essai, qui en constitue également le principal pari, est triple. Elle est tout d'abord de montrer l'existence d'une ligne de clivage radicale, à la fois éthique, anthropologique et épistémologique, en matière d'appréhension et de prise en compte de la souffrance psychique, ligne de distinction qui ne recouvre pas ou pas exactement la distinction médicale-non médicale, et qui ne recouvre pas non plus ou pas exactement les distinctions entre les différentes approches de psychothérapie. Jusqu'à présent opérante, mais implicite, cette ligne de clivage est explicitée sous la forme de deux paradigmes distincts et irréductibles l'un à l'autre contribuant à un meilleur repérage et à une meilleure compréhension des psychothérapies dans leurs nuances et leur richesse. Enfin, l'identification de ces deux paradigmes pourrait contribuer à la recomposition du champ psy, en alimentant la réflexion au sujet des pratiques psychothérapeutiques qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement de médicalisation en cours depuis des décennies. 6. Plan. À partir du cas de la médecine occidentale, le chapitre 2 met à jour quelques lignes directrices du paradigme dominant en matière de prise en compte de la souffrance, lequel déborde largement le champ médical et concerne sans doute la plupart des pratiques s'intéressant à la souffrance, au dysfonctionnement, aux problèmes et autres difficultés. La façon d'appréhender la souffrance psychique dans ce paradigme, pour naturelle et évidente qu'elle soit, n'en rencontre pas moins des limites importantes. Ces limites, plus structurelles que conjoncturelles, évoquées au chapitre 3 ouvrent la possibilité d'autres cadres de pensée. L'exposé de quelques spécificités de la vie psychique et du développement psychique mène au chapitre 4 à une réflexion sur la façon de concevoir la souffrance psychique et d'en prendre soin, qui conduit à tracer les grandes lignes d'un nouveau paradigme. Le chapitre 5 poursuit cette construction en définissant les lignes principales d'une pratique psychothérapeutique ou d'une famille de praticiens de la psychothérapie relevant de ce nouveau paradigme,
et auxquels appartiennent sans doute certains des psychothérapeutes relationnels et des psychothérapeutes humanistes, notamment certains des gestalt thérapeutes mais aussi d'autres praticiens du champ psy. La radicalité de la différence entre le paradigme dominant et le paradigme construit dans les premiers chapitres conduit à regarder, au chapitre 6, ce qu'il advient de quelques évidences du cadre de pensée habituel, la maladie mentale, la psychopathologie, le diagnostic ou l'évaluation. Enfin, le chapitre 7 rend compte d'une réflexion au sujet de la formation à une pratique de la psychothérapie conduite dans le nouveau paradigme, notamment à partir de l'expérience de formation de gestalt thérapeute. Dans le climat actuellement tendu du champ psy, il importe de préciser que l'intention de l'ouvrage est de contribuer à la clarification et à la compréhension de ce champ, mais qu'elle n'est nullement polémique. Il ne s'agit pas d'opposer les deux paradigmes, ni de chercher le meilleur en pensant une comparaison, ni a fortiori en prenant le remplacement du paradigme dominant par le paradigme construit dans ces pages. Ces deux paradigmes constituent deux façons différentes d'appréhender la souffrance psychique et d'en prendre soin. Par ailleurs, il ne s'agit pas non plus de proposer une énième approche de psychothérapie, ni de définir une nouvelle théorie visant à se substituer à l'une ou l'autre des théories existantes. Le cadre de pensée construit dans ces pages est suffisamment général pour rendre compte de la pratique de psychothérapeutes mettant en œuvre des approches psychothérapeutiques déjà existantes aujourd'hui, et depuis plus d'un demi-siècle pour certaines. Chapitre 2 CADRE de pensée traditionnelle et médecine occidentale. Par la socialisation à laquelle nous sommes tous soumis dès que nous grandissons et vivons dans un groupe humain, nous abordons le monde et y agissons au quotidien à travers des cadres de pensée implicites qui donnent une allure familière à la réalité. Suffisamment partagés avec nos voisins, ces cadres de pensée restent habituellement à l'arrière-plan, mais apparaissent parfois. Par exemple, lors d'une rencontre avec une personne de culture différente au cours de laquelle nous constatons que nous ne voyons pas le monde de la même façon et que nos façons de faire diffèrent, jusque dans les faits et gestes quotidiens les plus anodins. Ce chapitre met à jour quelques grandes lignes du paradigme dans lequel opère la médecine, et qui lui a permis de faire les progrès considérables que l'on connaît dans l'amélioration de nos conditions d'existence. Ce paradigme englobe la médecine, mais ne s'y limite pas puisque c'est aussi le cadre de pensée auquel nous recourons communément lorsqu'il s'agit d'appréhender la souffrance, les difficultés, les problèmes des êtres vivants ou des entités pouvant être considérées comme vivantes. 1. Protocole diagnostic, pronostic, prescription, évaluation. Lorsqu'un patient consulte un médecin pour une douleur ou un dysfonctionnement, le médecin le questionne sur l'histoire du problème qui l'amène à consulter, sur ses antécédents, sur les symptômes, les traitements déjà suivis, ses attentes, etc. Après cette phase d'anamnèse, le médecin poursuit par un examen physique du patient, passez à côté et déshabillez-vous, au cours duquel il prend la pression artérielle, le pouls, il ausculte au stéthoscope, il palpe le ventre, les ganglions, etc. Cet examen clinique va lui permettre de préciser les hypothèses construites au cours de l'anamnèse initiale et peut donner lieu à la prescription d'analyses et d'examens complémentaires à effectuer ultérieurement. Dans cette phase de diagnostic médical, le médecin cherche des indices lui permettant de déterminer la nature de l'affection dont souffre le patient en recherchant les causes et les effets de cette affection. Le diagnostic conduit le médecin à établir un pronostic au sujet de l'issue possible de l'affection. Le patient pourra-t-il guérir et dans quel délai ? Le diagnostic permet ensuite de proposer, le cas échéant, un traitement en vue de guérir de l'affection. La guérison n'est pas toujours envisageable. Par exemple, dans le cas de maladies chroniques comme le diabète ou l'insuffisance cardiaque, ou dans le cas des maladies dégénératives dues à la vieillesse ou encore dans les situations de handicap physique suite à un accident. Le médecin prescrit alors un traitement permettant d'aménager au mieux la situation du patient. La remise de la prescription au patient est souvent assortie d'une demande d'évaluation des effets du traitement prescrit, qu'il s'agisse d'une auto-évaluation. Si la douleur persistait, appelez-moi, ou d'un contrôle, nous nous revoyons dans un mois pour faire le point. La prise en charge classique d'une personne en souffrance dans le cadre d'une relation patient-médecin est donc standardisée autour du protocole diagnostic, pronostic, prescription, évaluation. Pour nous occidentaux,
Ce protocole paraît évident et naturel dans les différents champs de la médecine, mais aussi plus largement dans les disciplines de soins non strictement médicales. Ostéopathie, acupuncture, homéopathie, etc. Cette terminologie et l'approche qu'elle manifeste nous sont donc familières, évidentes et naturelles tant elles imprègnent notre quotidien dans différents secteurs d'activité. Pourtant, loin de faire partie du monde en lui-même, elles reflètent un cadre de pensée, une certaine façon de regarder le monde et d'y agir, un paradigme dont quelques éléments nécessaires pour la suite de la réflexion sont explicités dans les sections suivantes. 2. Distinction santé-maladie, fondatrice et culturelle. Chacun de nous a souvent très tôt dans sa vie fait l'expérience de souffrance, de douleur, de gêne, d'empêchement, de dysfonctionnement que l'entourage, famille, enseignant ou médecin a identifié et qualifié de maladie. Ce terme maladie est donc inscrit comme une expérience vécue bien plus que comme une idée ou une représentation intellectuelle. Cependant, d'une culture à l'autre, les patients atteints d'une même affection décrivent leurs symptômes différemment en fonction de leur culture. Par exemple, Irving Zola a montré, dans le cadre d'une étude de consultation de médecine générale d'ophtalmologie et d'otorhinolaryngologie aux États-Unis, que des patients pour lesquels le même diagnostic avait été porté, décrivaient leurs symptômes de façon très différente selon qu'ils étaient d'origine irlandaise ou d'origine italienne. De même, Philippe Adam et Claudine Herzlich constatent qu'en Chine, les symptômes psychiatriques donnent plus souvent lieu qu'en Occident à des symptômes corporels et l'expérience de la dépression passe souvent par des douleurs cardiaques, alors que ce n'est pas le cas aux États-Unis et en France. Dans certaines cultures non occidentales, des phénomènes que la médecine occidentale juge pathologiques ne sont pas considérés comme des symptômes. Inversement, les anthropologues ont identifié des syndromes liés à la culture. Il s'agit de maladies dûment répertoriées dans une culture mais non reconnues par une autre, voire de symptômes n'apparaissant que dans certaines cultures. Par exemple, le Sousto, maladie nerveuse sévissant dans tous les pays d'Amérique du Sud, reste inconnu de la médecine occidentale 22. Comme l'illustre Bernard Hanson, au sein d'une même culture, les maladies évoluent. Ainsi, le dictionnaire de l'Académie française de 1762 définit la consomption, maladie de l'époque, comme une espèce de phtisie qui consume et dessèche le poumon, les entrailles et toute la substance du corps. On dit aussi d'une personne qui dépérit qu'elle est malade de consomption. Au cours du XIXe siècle, la définition du cancer et de la tuberculose a fait voler en éclats le concept de consomption qui n'apparaît plus dans la médecine actuelle. Ainsi, les concepts de maladie naissent, se développent et parfois meurent. Bien que la distinction santé-maladie soit présente dans toutes les sociétés et à toutes les époques, et que la maladie puisse sembler être un fait objectif dont l'évidence s'impose à chacun, il s'agit d'un fait social. L'appartenance à une culture fournit à l'individu le cadre dans lequel s'opèrent ses interprétations touchant les phénomènes du corps et en particulier la maladie et ses symptômes. En Occident, la pratique médicale requiert du médecin qu'il puisse déterminer si le patient qui consulte est en bonne santé ou au contraire atteint d'une maladie. Comme l'écrit Philippe Pignard, le choix de rupture entre normal et pathologique est indispensable au processus de médicalisation. Mais cette construction qu'est la distinction entre santé et maladie, variable d'une culture à une autre et au cours de l'histoire d'une même culture, n'est pour autant ni arbitraire ni pure imagination. Comme l'écrit Jean-Michel Longniot dans la revue d'éthique des soins de santé Ethica Clinica, les maladies sont des inventions. Pour le dire autrement, une maladie est l'interprétation savante d'une souffrance. Le langage, fût-il scientifique, fût-il frappé du sceau de la rigueur, n'est pas le réel, il en est le reflet, la traduction. Ainsi, nos théories qui disent la souffrance physique et mentale, et en font des maladies reconnues et labellisées, sont des conventions efficaces toujours susceptibles d'être amendées, corrigées et finalement dépassées. La maladie est donc une certaine façon d'appréhender la souffrance, et le dysfonctionnement, qui permet l'action et l'oriente. Et force est de reconnaître que ce regard a permis de grands pas en matière de confort de la vie, et de longévité. Pour autant, ce regard, déterminant une frontière entre le normal et le pathologique, est socialement et culturellement déterminé. 3. Douleur et maladie, accident de parcours. L'expérience de la maladie est dès le plus jeune âge, associée à la souffrance, souffrance principalement physique et plus rarement psychique,
de sorte que la notion de maladie est conçue d'abord comme un état affectant le corps vécu. Comme le disait en 1937 le chirurgien René Le Riche, la santé est la vie dans le silence des organes, la maladie c'est ce qui gêne les hommes dans l'exercice normal de leur vie et dans leurs occupations et surtout ce qui les fait souffrir. Plus récemment, le psychologue Jacques Souriau propose de paraphraser R. Le Riche, la santé c'est lorsque nul bruit du corps ne fait sens comme symptôme. La souffrance qui surgit dans une vie silencieuse, la douleur aiguë, signale une agression, une lésion, un dysfonctionnement ou une affection. Elle est donc utile pour induire un comportement visant à se soustraire au danger, à traiter la lésion, à éviter l'accentuation du dysfonctionnement ou l'aggravation de l'affection. Si la douleur aiguë amène à consulter, le médecin aura à déterminer et à traiter les causes de la douleur, mais aussi la douleur elle-même, laquelle ayant rempli sa fonction de signal et déclenché le comportement ad hoc, est devenue inutile. S'il est reconnu une utilité à la douleur aiguë, celle d'être un signal, en revanche, aujourd'hui personne ne soutient l'utilité d'une douleur chronique, sauf peut-être dans certains milieux radicaux. Chercher à soulager la douleur chronique est un objectif de la médecine qui a conduit à la création de nombreux centres spécialisés dans le traitement de la douleur où des équipes médicales pluridisciplinaires proposent des traitements aux patients et leur apprennent à mieux maîtriser la douleur chronique. La prise en compte de la souffrance, tant aiguë que chronique, est récente et date du début de la médecine expérimentale au XIXe siècle. Auparavant, la souffrance était une des formes de la vie et le médecin, n'ayant pas encore de moyens réellement agissant contre la douleur, cherchait seulement à permettre aux patients de vivre le mieux possible avec cette souffrance. Un bruit du corps, notamment s'il fait sens comme symptôme, constitue donc une alerte. Cependant, le silence du corps n'est pas toujours synonyme d'absence de maladie. La maladie peut rester longtemps silencieuse et inconnue de celui qui en est atteint. C'est le cas, notamment au début de la maladie pour le cancer, le diabète, le sida, l'hépatite, etc. Ces maladies silencieuses sont détectées à l'occasion d'examens montrant un écart avec la norme admise. Une telle anomalie nécessite généralement d'autres investigations pour comprendre l'origine de l'écart et établir un diagnostic. Pour la médecine actuelle, la maladie est un accident de parcours sur un chemin de santé, une anomalie. Il est donc inutile qu'elle perdure et au contraire, éthique de chercher à guérir le patient au plus vite. L'acte médical vise donc, soit la guérison, c'est-à-dire le retour aux conditions d'existence antérieures à la maladie. Le langage commun reflète ce point de vue lorsqu'il est question de se rétablir, après être tombé malade, soit l'aménagement des conditions de vie ou la stabilisation de la dégradation lorsque l'affection ne peut pas être réduite totalement. 4. Santé-maladie, normes et idéaux. Au cours de la consultation, le bilan de l'état de santé du patient et la construction du diagnostic s'appuient sur l'observation de différents marqueurs, présence de toux, nature de la toux, sèche, grasse, etc., température corporelle, taux de globules rouges, de sucre, indice visuel de fracture osseuse sur des radiographies, etc. Ces marqueurs ne sont pas choisis au hasard et la simplicité des marqueurs est un gage de facilité et de fiabilité du diagnostic et de l'évaluation, même si la mesure de ces marqueurs peut nécessiter le recours à des techniques complexes, examen en laboratoire ou en centre spécialisé. La précision des marqueurs est un autre gage de facilité et de fiabilité du diagnostic et de l'évaluation. Par exemple, on peut mesurer précisément la température corporelle, le taux de globules rouges, la pression artérielle, l'angle de débattement d'une articulation, etc., ou tenter d'évaluer plus subjectivement sur des échelles l'état de fatigue, l'intensité de l'angoisse ou de la douleur. La réponse à la question « Comment allez-vous ?», mesurée sur une échelle binaire de la forme bien pas bien, est en revanche très insuffisante pour servir seule de support à un diagnostic et à la prescription d'un traitement. Enfin, la variation de ces marqueurs doit être connue et avoir un sens tout au long du traitement. Un marqueur qui pourrait disparaître ou se transformer au cours du traitement, ou dont la variation au cours du traitement serait inconnue ou sans rapport avec l'évolution de la maladie, n'est pas exploitable, puisque la mesure de ce marqueur ne donnerait aucune indication au sujet de l'évolution de la maladie. Par exemple, on peut mesurer la température corporelle ou le taux de globules blancs, car ce sont des marqueurs de santé à tout âge.
Si la température était un marqueur de santé seulement à certains moments et sans savoir lesquels, sa mesure ne serait pas exploitable. De même, le marqueur tout peut évoluer au cours du temps et sa disparition sera interprétée comme une évolution positive de la maladie et un effet bénéfique du traitement. Les graphiques de prise de poids d'un nouveau-né sont une bonne illustration de tels marqueurs. Par exemple, ces graphiques donnent sur les 12 premiers mois une courbe haute, une courbe moyenne et une courbe basse. Tout dépassement et même toute approche des valeurs basses ou hautes sont des signaux alarmants pour le médecin. De plus, l'évolution pondérale étant normalement toujours croissante, toute inflexion de la courbe de prise de poids du nourrisson, perte de poids, même si la courbe reste dans la moyenne, est un indice alarmant pour le médecin. La santé est aujourd'hui généralement pensée comme un équilibre. Cependant, l'être humain, comme tout être vivant, est en constante transformation, ne serait-ce que par le renouvellement permanent de ses cellules ou par l'effet de la croissance ou du vieillissement. Cette première approche de la santé comme équilibre est donc complétée par une définition du développement normal de la personne tout au long de la vie. Le développement somatique de l'être humain considéré comme normal et sain se déroule en 3 phases. C'est le plein essor durant l'enfance. La fin de l'adolescence marque le début de la phase stationnaire de l'âge adulte, puis le déclin s'amorce à l'âge. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.